Bonjour, c'est PistonKirk. La dernière vidéo sur l'installation du levier de vitesse court a été l'occasion de reconstituer une scène mythique du premier film de Fast and Furious. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous invite à la regarder, le lien se trouve dans le descriptif sous cette vidéo. Pour ce tournage, on avait réuni plus d'une dizaine de voitures tuning, dont une réplique de la fameuse Mitsubishi Eclipse, la première voiture que conduisait Paul Walker dans le film. Après le tournage, je n'ai pas résisté à l'envie d'interviewer Quentin Marquet, son propriétaire de 32 ans, afin d'en apprendre un peu plus sur cette réplique et son origine. Donc, pour vous parler brièvement de ma voiture, c'est une Mitsubishi Eclipse de 1997 que j'ai acquis en Angleterre il y a bientôt 3 ans maintenant. Elle est d'origine allemande. Elle a été une première fois importée au Danemark et de là, elle a été importée il y a maintenant 7 ans en Angleterre. Ici, son ancien propriétaire l'a refaite Fast and Furious, donc ça comprend la pose du kit, la confection d'une prise d'air, l'aileron, les jantes, et elle a reçu un covering complet vert avec toute la déco. En gros, c'était une réplique correcte quand elle a été faite, pas forcément fidèle, mais avec certaines pièces clés comme les jantes, l'aileron, les baquets que vous voyez derrière, les harnais. Pas mal de pièces plutôt conformes au film. Et moi, je l'ai acheté il y a pratiquement 3 ans, complètement par hasard, trouvé sur un site d'annonce. J'ai appelé le gars et le soir même, je lui ai envoyé, non, la veille, pardon, je lui avais demandé la soirée pour réfléchir parce que c'était quand même pas un petit achat. Et le lendemain, je lui ai envoyé la compte et 3 semaines après, j'allais la chercher. Toi, depuis que tu l'as récupéré, qu'est-ce que tu as fait dessus? Alors, ça a commencé par l'intérieur parce qu'à d'extérieur, à part une peinture complète, j'avais rien à faire en soi. Parce qu'en fait, il avait mis un covering avec déjà tous les logos de marque dessus. En 2 fois. Il y avait eu un covering vert oui. Et ensuite la pose des décos comme une simple déco auto. Et donc toi, tu as viré le covering et tu as décidé de la peindre. Ça a été fait cette année seulement. Donc, D'accord. ce qui a été fait en premier, ça a été l'intérieur. C'est passé par le remplacement du volant qui n'était pas le bon, donc par un volant conforme au film, les boutons NOS, toute la console centrale qui a été refaite. Donc ça s'est passé par le démontage des aérations, le démontage des commandes de chauffage qui ont été repoussées à l'arrière du tableau de bord. Et ensuite, ça a été la confection de toute la console centrale avec l'insertion des manomètres. Donc tes manomètres là, parce que j'en vois beaucoup avec des boutons, oui. Ils sont fonctionnels? Pas en l'état. Ils sont en état de marche, mais ils n'ont pas été câblés. Car c'est une voiture de show qui fait essentiellement du statique. Je n'ai pas jugé utile de les câbler. Bah surtout que si j'ai bien compris, tu as un moteur sans turbo et là il y a des jauges de pression de turbo. Tout à fait. Alors, les jauges de Mano Turbo, c'était vraiment pour être à 100% comme dans le film, mais en vrai, pour la petite histoire, effectivement, la voiture était atmosphérique. C'est un moteur 4G63, c'est un 2 litres 140 chevaux dont le bloc est commun avec les Mitsubishi Lancer Evolution. Sauf que moi je n'ai pas de turbo et c'est la magie du cinéma qui a fait le reste, c'est de la post-production et ils ont pris les bouées moteurs d'une Honda Turbo qu'ils ont collé sur la voiture. Donc non, effectivement, j'ai pas de turbo. Donc quand Jess dans le film se penche sur le moteur, il n'y a pas de turbo? Absolument pas. Donc toi, ta réplique de moteur est beaucoup plus, est proche de ce qu'on voit dans le film en réalité. D'une certaine manière, oui, en n'ayant pas de turbo, je suis relativement fidèle. Maintenant, le moteur n'est pas le même que celui du film, mais si pour les yeux attentifs, vous le verrez quand Jessie ouvre le capot, on ne voit pas de turbo, clairement. J'ai vu que tu as un compteur avec 3 cadrans, ils sont fonctionnels? Ils sont pas fonctionnels, c'est un compteur qui a été fait sur mesure avec les mêmes manos que l'on voit dans le film et comme vous pouvez le voir, ils ne sont pas fonctionnels, ils ne sont pas branchés et oui, le scotch c'est pour qu'ils tiennent en place parce que malheureusement ça bouge un petit peu. Donc ça a été fait comme ça parce que je tiens à garder mon compteur d'origine car c'est une voiture qui n'est pas déplacée sur plateau, c'est une voiture qui roule aussi souvent que je le peux. Et je tiens à garder l'affichage des codes erreurs, de mon kilométrage actuel, de toutes les informations dont j'ai besoin. Quand tu dis tu roules aussi souvent que tu peux, tu t'en sers quotidiennement? Malheureusement non, je ne m'en sers pas quotidiennement. Cependant, au possible, j'essaie de la sortir 1 à 2 fois par semaine, de profiter d'avoir cette voiture. Je coupe l'interview pour faire une petite parenthèse. Quand il dit qu'il roule avec autant que possible, il ne blague pas. Il s'en est servi comme d'un vulgaire utilitaire pour aller chercher un pare-choc de Honda Civic jusqu'en Belgique à 400 km de chez lui. Et le plus dingue, c'est que ça rentre. Du coup, je lui ai demandé quel genre de réaction suscitait sa voiture durant ce type de trajet.
Tu as plusieurs types de réactions. Tu as les gens qui ne connaissent pas le film et qui ne voient qu'une voiture tuning vert fluo, pas forcément du meilleur des goûts. Tu as les gens qui connaissent le film et qui reconnaissent la voiture, mais bon, voilà, c'était un film qu'ils ont vu un jour, ils sont pas forcément fans de voiture. Et ensuite, tu as les fans de voiture à différents stades, on va dire, de connaissance du film, qui eux la reconnaissent. Et certains, oui, vont jusqu'à faire demi-tour et limite me pourchasser pour parfois bavarder et prendre la voiture en photo. Mais c'est plutôt bon enfant en fait, c'est sympa tout à fait. Pour chasser. Oui, c'est toujours, pardon, c'est peut-être pas le bon mot, mais oui, non, c'est toujours beaucoup d'excitation, c'est toujours des réactions extrêmement positives. Non, les gens. Parce que là, on a eu effectivement, un peu avant qu'on commence la vidéo, un type avec un poids lourd de déménagement qui a fait le tour du rond-point juste pour se garer et se prendre en photo à côté de la voiture. C'est ça, exactement. Il s'est arrêté à côté. Et bon, bah, les gens parfois n'osent pas trop et je les incite à se prendre en photo avec la voiture parce que c'est vrai que j'ai la chance d'avoir une voiture comme ça et j'essaie de partager au maximum avec les gens. Donc c'est vrai que quand on croise ça, moi je me mets à la place de ces gens-là. Si un jour je croisais cette voiture dans la rue, clairement je ferais demi-tour et je demanderais à la personne de me prendre en photo. Et c'est vrai que... Alors ça c'est la réaction des inconnus, mais j'ai cru comprendre que tu as une copine et... Comment elle a réagi face à cette voiture? Est-ce qu'elle aime Fast and Furious? Est-ce qu'elle connaissait? Alors, malheureusement, ma copine n'est pas une fan auto. Elle s'est endormie devant le premier Fast and Furious. D'ailleurs, elle a de la chance que je suis fou amoureux d'elle parce que c'est chaud. C'est chaud. S'endormir devant Fast and Furious, c'est chaud. Non, la première fois que je lui ai parlé de la voiture, c'est la première personne à qui je lui en ai parlé quand j'ai vu l'annonce. Et elle m'a regardé en soupirant. Fais ce que tu veux. C'est ton pognon, fais ce que tu veux. Du coup, j'ai fini par l'acheter. Au début, elle aimait pas du tout parce que c'est vrai que la voiture était pas en très bon état. Et maintenant qu'elle est refaite, et surtout qu'elle a appris à connaître la voiture, elle a appris à connaître ma passion pour ce film et pour cette voiture. Maintenant, elle est vraiment heureuse pour moi. Et ce qui lui fait encore bizarre, c'est le regard des gens. Le fait que tout le monde se retourne et que tout le monde nous regarde partout où on va en fait. T'as encore beaucoup de travaux à faire dessus ? Non, le plus gros est fait. Maintenant, ça va être l'intérieur. J'ai des finitions à faire, le ciel de toit qui se décolle. Il manque les autocollants sur les bonbonnes de noces. Parlons des bonbonnes de noces. C'est des vraies bonbonnes de noces? Oui, ce sont des vraies bonbonnes. Et tu comptes vraiment les connecter au moteur un jour? Peut-être. J'aimerais bien les connecter. Elles ne seront pas remplies, le gaz ne sera pas rempli et elles ne seront pas utilisées sur route ouverte parce que je rappelle que c'est interdit. Mais j'aimerais bien, pour pousser le détail, je pense peut-être pour mon délire personnel, j'aimerais bien effectivement les rendre fonctionnels. Parce que toi, le moteur, tu as envie de le gonfler pour rendre tes nameaux de turbo fonctionnels ou tu préfères le laisser tel quel? Alors, comme c'est une voiture de show, je ne compte pas gonfler le moteur. C'est une voiture qui est amenée à rouler un petit peu quand même. Donc je préfère ne pas la rendre moins fiable, surtout qu'elle a quand même à l'heure actuelle 221 000 km. Elle aurait besoin quand même d'une bonne révision qui est prévue, mais pas dans l'immédiat. Donc c'est vrai que je ne vois pas l'intérêt d'ajouter des chevaux que je ne compte pas utiliser, surtout pour rendre la voiture moins fiable qu'elle ne l'est déjà. D'accord, donc ton objectif pour l'instant c'est de restaurer la partie arrière, j'ai vu qui n'est pas tout à fait finie. Tu m'avais parlé aussi des plastiques de l'habitacle. Oui, donc comme beaucoup de japonaises de cette époque, sur différents niveaux de finition, tu avais pour les plus hautes gammes les intérieurs noirs et les moyennes gammes, voire basse gamme, tu avais des intérieurs gris. Celle-ci avait de base un intérieur gris qui a été en partie remplacé par un intérieur noir, mais tous les plastiques ont été repeints en noir, pas forcément de la meilleure manière qui soit, donc je dois reprendre une partie et repasser un petit coup de peinture. Donc soit tu n'as pas envisagé de remplacer carrément le panneau de porte ou c'est introuvable ? Très compliqué à trouver. Si jamais je trouve la pièce, je le ferai, mais les Eclipse, il y en a très peu en France roulantes, encore moins pour pièces. Donc c'est vrai que pour l'instant, ce sera selon ce que je vais trouver. J'ai cru comprendre que comme c'est un gouffre financier, tu l'as loué pour des événements, des mariages, des choses comme ça, c'est ça? Et tout à fait. Et tu es prêt à te déplacer loin pour ce genre de choses? Je peux, oui, selon ce qui est proposé, oui, je peux. J'ai par exemple été jusqu'en Allemagne 2 années de suite pour un rassemblement. Donc si y a un réel intérêt et que ça peut être quelque chose d'intéressant à faire, oui, pourquoi pas, je peux me déplacer, oui. D'accord, donc pour te contacter, on fait comment pour louer la voiture? J'ai une page Facebook qui retrace l'évolution de ce véhicule et je suis tout à fait joignable via cette page. D'accord, on vous mettra les coordonnées dans le descriptif. Oui, parle-nous un peu des signatures qu'il y a sur ton volant et le tableau de bord. Alors, lors de mes 2 voyages en Allemagne, c'était à l'occasion des Race Wars. C'est un énorme rassemblement qui est organisé sur une piste aéronautique. Attends, les Race Wars, un peu comme dans le film, c'est ça? Ça s'appelait pareil.
C'est totalement le même esprit. Il y a une piste de drague où les gens se tirent la bourre littéralement du soir, enfin du matin à la nuit en fait. Et il y a une énorme partie rassemblement. Et tous les ans, il y a un carré Fast and Furious. Et à l'occasion, il y a maintenant 2 ans, ils ont fait venir l'acteur Chad Lindbergh qui a joué Jesse dans Fast and Furious, qui pour rappel conduisait la Jetta blanche. Il a pu signer ma voiture. Et l'année suivante, j'ai eu le plaisir de rencontrer Craig Lieberman, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, est le conseiller technique, qui était en tout cas le conseiller technique des 2 premiers films, et c'était la personne à qui appartenaient les voitures à la Maxima, la Supra et la Skyline U2. Et il me semble qu'il a monté une chaîne YouTube là récemment où il parle des voitures du film. Exactement, il a une chaîne YouTube qui est facile à trouver. Vous tapez Craig Lieberman sur YouTube, vous le trouverez tout de suite. On vous mettra le lien aussi. Il y a énormément d'informations sur toutes les voitures au fur et à mesure. Il poste énormément d'anecdotes sur le film. Enfin, c'est hyper intéressant. Et comment il a trouvé ta voiture, Craig? Alors, il est très ouvert d'esprit, il ne juge pas, chacun fait avec ses moyens, et quand il l'a vue, elle n'avait pas encore été refaite, donc c'est vrai que j'étais à la fois très heureux de lui montrer, mais bon, j'avais un peu honte de l'état. Mais non, il a beaucoup aimé. Il est toujours heureux de voir que 20 ans après, les gens essayent de reproduire ces voitures, et il trouve ça impressionnant et génial que les gens aiment autant ce film 20 ans après. Effectivement, c'est impressionnant de voir une passion traverser 2 décennies et susciter autant d'intérêt encore aujourd'hui. Un grand merci à Quentin pour son implication lors du tournage, et encore une fois, n'hésitez pas à le contacter si vous souhaitez louer sa voiture. Ses coordonnées ainsi qu'un lien vers la chaîne de Craig Lieberman sont dans le descriptif sous cette vidéo. Allez, à la prochaine. Ouais, ma Boxster elle est peut-être pas tunée façon Fast and Furious, n'empêche qu'elle a fumé l'Eclipse. Enfin, quand je pense à passer la première.